Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Adrien Jean. Merci beaucoup d'être là ce matin, en cette journée donc de journée d'action, manifestation à travers toute la France encore aujourd'hui. À Paris, le cortège ira de la place d'Italie aux Invalides. C'était 1 million de personnes il y a 10 jours d'après la police, 2 millions d'après la CGT. Est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites, à tant du million de manifestants, le gouvernement doit renoncer? Non, il n'y a pas de seuil. On espère que la journée va rassembler plus de personnes, que la mobilisation sera plus grande que la dernière fois. Ça, c'est l'objectif qu'on se fixe, au moins autant, voire plus. Mais je crois que le gouvernement ferait bien d'entendre, de toute façon, quelle que soit la mobilisation, le rejet des Français de ce report de l'âge à 64 Mais ans. pourquoi est-ce qu'il renoncerait à son projet? En 2010, en 2014, dans une moindre mesure, il y a eu aussi des mobilisations contre les réformes des retraites, surtout en 2010, c'est particulièrement vrai. Le gouvernement a tenu bon, la réforme est passée. Oui, mais on ne peut pas durablement gouverner contre son peuple. Or, non seulement la majorité des Français n'en veut pas, mais 93% des actifs en France ne veulent pas entendre parler de ce report d'âge, ne veulent pas travailler 2 années de plus. Donc on a un gouvernement qui s'entête alors que l'ensemble des syndicats ont dit leur opposition, qu'une majorité dans le pays y est opposée et qu'à l'Assemblée nationale, y compris dans les propres rangs de la Macronie, il n'y a pas voilà, de majorité totale. Donc Alors sur les Français, vous avez raison sur le fait qu'il y a, d'après les enquêtes d'opinion, une opposition majoritaire. Il y a, si on en croit l'IFOP, un début de tassement ou un petit tassement, c'était moins 4 points ce week-end sur l'enquête qui a été publiée dans le JDD. On le voit aussi un peu dans les taux de grévistes. Ça préjuge pas de ce qui se passera cet après-midi dans les cortèges, mais il y a une baisse de 20 points, par exemple, pour les écoles. C'est le syndicat SNUIPP qui le dit. Est-ce qu'on peut pas aussi arriver, malgré tout, à un moment où le mouvement va s'essouffler, en fait? Et les non, mais gens vont se j'entends dire, bien que c'est ça le pari. passe. Attendez, j'entends bien que c'est le pari du gouvernement, hein, un pari assez cynique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut gouverner contre son peuple, contre la vie de la majorité des Français, et par le discours qui est un discours de fermeture, un discours de fermeté qu'a eu Elisabeth Borne ce week-end. Mmh. Elle espère prospérer sur 2 facteurs. Le premier, c'est que faire grève aujourd'hui, dans le cadre de l'inflation et de salaires qui sont difficiles, qui sont en berne, eh bien, c'est infiniment plus ardu pour les Français. Voilà. Donc, faut comprendre aussi que quand on a 2 millions de personnes qui sont dans la rue, alors que la majeure partie de la population subit, hein, encore une fois, la dureté de la vie, c'est pas rien. Faudrait que le gouvernement l'entende, mais lui, par cynisme, espère que du coup, ça rende plus difficile la mobilisation. Et par ailleurs, comme le gouvernement n'arrête pas d'expliquer que de toute façon, ils ne bougeront rien, perdre un jour de salaire face à un gouvernement entêté, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et donc moi, je trouve au contraire que le niveau de mobilisation dans ce contexte, qui est un contexte très violent de la part du gouvernement, et qui fait un calcul, encore une fois, très cynique mais de court terme. Parce que vous pensez que les gens... C'est une cocotte minute, Vous cette dites, histoire-là. 2 millions aujourd'hui, ça vaut plus que 2 millions par le passé parce que le Exactement. contexte est différent. Oui, et par ailleurs, je pense que c'est une cocotte minute. Vous avez vu aussi le Pourquoi une sondage. cocotte minute? Une cocotte minute parce que le sondage de l'IFOP ce week-end indiquait qu'un Français sur deux sont favorables à une mobilisation de type gilet jaune, un mouvement social dans les semaines qui viennent. Donc c'est énorme. Vous le souhaitez vous-même? Ah ben moi je souhaite qu'il y ait de la mobilisation. Voilà, je souhaite qu'il y ait de la Mais mobilisation dans toute ce forme de pays parce mobilisation, que y compris si c'est du blocage, y compris si c'est et des mobilisations, on va dire, sauvages, en dehors du cadre syndical établi, y compris si ça vient, perturber la vie de nos concitoyens, voire mais dériver si sur ça des ne violences. perturbe, écoutez, si ça ne perturbe rien, les effets sont plus difficiles à obtenir. Dans l'histoire, quand on a obtenu des choses, et parfois des choses très, très fortes, hein, je pense en 36 quand on a réussi à conquérir les congés payés, ou en 68, on oublie, on pense souvent à mai 68, au mouvement des étudiants, mais on oublie qu'il y a une immense grève générale qui a abouti à une hausse Il y a eu hallucinante du aussi, SMIC et à d'autres une avancées. mobilisation inverse. En fait, vous donnez raison à Gérald Darmanin quand il dit ce week-end: «La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays». C'est ce que vous nous dites ce Mais matin. c'est le gouvernement aujourd'hui qui bordélise le pays. C'est le gouvernement qui bordélise. S'il n'avait pas fait ce projet de loi, s'il n'avait pas eu cette idée complètement folle d'imposer une immense régression à la majorité des Français, et notamment aux plus modestes, et notamment aux femmes, vous n'auriez pas 2 millions de personnes dans la rue. Mais vous ne Donc c'est lui considérez pas qui est responsable. qu'il le fait avec sincérité parce qu'il est convaincu, peut-être à tort de votre point de vue, que c'est un moyen de sauver le système de retraite par répartition? Non, C'est mais son objectif. que ça corresponde à ses coordonnées politiques, à son dogmatisme politique, vous avez raison, c'est l'évidence. Comme le gouvernement a donné des milliards et des milliards sans contrepartie aux grandes entreprises, des milliards et des milliards
aux hyper riches et qu'il est obsédé par la règle des 3%, hein, imposée par Bruxelles, mais à laquelle le gouvernement souscrit, l'obsession de la réduction de la dépense publique. Parce que ça Eh bien, nous il a un permet aussi problème de nous budgétaire. financer sur les marchés publics, Clémentine Ah, Autain. Et donc, Ah, il a un problème. on emprunte beaucoup il a un aujourd'hui. problème. Il a un problème budgétaire qui est son problème et qu'il C'est veut celui faire. de tous les Français. Ben oui, mais il y a plein Si de. demain l'État peut pas se financer, on aura tous un souci. Oui, mais si l'État ne peut pas si l'État ne peut pas se financer parce qu'il est incapable d'aller chercher les recettes là où il faut aller les chercher, hein, c'est-à-dire en étant capable d'avoir une fiscalité juste et en mettant à contribution ceux qui ont engrangé, y compris dans la crise, des revenus totalement indécents. Je pense en particulier à ces 80 milliards de dividendes redistribués l'année dernière. C'est considérable comparé aux 12 à 17 milliards annuels de trous potentiels du régime des retraites. C'est ça qu'ont compris les Français. C'est qu'il n'y a pas de justification financière. C'est un choix de société et c'est un choix économique, budgétaire du gouvernement qui n'est pas forcément celui que les Français ont envie de choisir. Et on va venir à vos propositions. Est-ce que vous diriez, comme François Ruffin de la France Insoumise ce matin, que c'est un gouvernement d'extrémistes et qu'ils sont radicalisés? Oui, je trouve que là, en tout cas, l'idée que c'est l'extrême centre est une idée assez juste. C'est-à-dire qu'il radicalise des politiques néolibérales telles qu'on les a connues depuis 40 ans. Alors, il y a eu cette période de pognon de dingue où on a l'impression que ce n'était pas totalement l'austérité, mais quand on regarde ce qui a été versé par l'État, on se rend compte qu'il y a des choix économiques qui, en réalité, au bout du bout, finissent par entrer dans les clous de politique néolibérale telles qu'on les connaît depuis 40 ans. C'est pas neutre, Clémentine Autain. Est-ce que vous mettez un signe égal entre l'extrême centre, tel que vous le décrivez, et l'extrême droite, par exemple? Mais c'est pas parce qu'on met le mot extrême que tout. Je vous pose la question. Non, mais c'est pas parce qu'on met le mot extrême que tout équivaut tout. Enfin, ça n'a pas de sens. L'extrême droite, l'extrême gauche, ça existe dans ce pays. C'est des projets qui sont antagoniques. Donc c'est absurde. Ce qu'on veut dire par ce terme-là, c'est l'idée qu'il y a en effet une très forte radicalisation, un grand dogmatisme de la part du gouvernement en place qui, encore une fois, se montre inflexible et obsédé par la réduction de la dépense publique et incapable d'aller chercher les recettes là où il faut aller les chercher. Mais est-ce que c'est pas le mérite aussi de la clarté, de la constance, de la cohérence? Emmanuel Macron le dit, il répète, il l'a proposé pendant sa campagne présidentielle. Elisabeth Borne, au moins, dit ce qu'elle entend faire. Quand elle dit, vous y faisiez allusion ce week-end, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans, l'accélération, la réforme Touraine sur la durée de cotisation. C'est nécessaire pour l'équilibre du système, même si vous le contestez. Et que le président de la République, lui, hier, aux Pays-Bas, dit c'est une réforme indispensable quand on se compare en Europe. Au moins, il n'y a rien de caché, tout est sur la table. Ils le disent. Non, mais oui, sauf quand il dit ce n'est plus négociable, comme si cela avait jamais été négociable. Il y a eu des semaines de concertation avec les syndicats, de discussion. Sauf que la question du report de l'âge légal n'a jamais été un sujet optionnel. Ça a toujours été le cœur du projet de loi. C'était l'engagement de campagne du président de la République. Oui, mais encore une fois, les Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron sur cette mesure-là. Les Français ont voté pour une petite partie pour son projet globalement, et pour une large part contre l'extrême droite, ne voulant pas voir l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Donc il faut pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait à l'époque lui-même reconnu. Et ensuite, il n'a pas eu une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même un signal qui n'est pas petit et qui est assez inédit en Ve République. Il se trouve que là, le texte est arrivé au Parlement, en commission des affaires sociales hier, il sera en séance publique la semaine prochaine. Est-ce que vous ne vous dites pas, en fait, ça y est, on suit le cours normal des institutions et de la démocratie. Maintenant, on va faire notre travail de parlementaire et on va voir ce qui sort de l'Assemblée et on reconnaîtra le vote de l'Assemblée à l'issue de la procédure. Écoutez, déjà, je pense qu'on a un problème avec nos institutions, c'est qu'on a une Assemblée nationale qui n'est pas tout à fait en écho avec la réalité du pays. C'est un problème structurel que nous dénonçons depuis fort longtemps à gauche. Parce qu'il est temps, je crois, de distiller un peu de proportionnel pour faire en sorte que le Parlement ressemble un peu plus à la réalité. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que le Parlement est légitime à voter les lois et qu'aujourd'hui, c'est le système... Le Parlement vote les lois. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le cadre institutionnel. Le Parlement vote les lois. On est bien d'accord avec ça. Donc vous reconnaîtrez ce qui sortira du Parlement et vous l'accepterez. Non, mais attendez. Sauf que là, le problème, c'est que le gouvernement a décidé d'une procédure qui lui permet, quel que soit le vote du Parlement, d'agir par ordonnance au bout de 50 jours. Donc c'est une forme de 49.3 déguisé. Madame Borne était Madame 49.3, elle est maintenant Madame 47-1, du nom de l'article de la Constitution qui permet au bout de 50 jours, tout simplement, de dire terminé, quel que soit votre vote. C'est dans la Constitution le permet. Le gouvernement ne fait que respecter la Constitution. Le gouvernement, bien, j'entends bien, mais je vois à quel point la Macronie, depuis 6 ans, tire le pire de la Ve République, que nous combattons,
Je pense que cette Ve République est totalement obsolète. Je pense qu'on a une défiance à l'égard des institutions qui correspond aussi à ce décalage entre le fonctionnement institutionnel et la réalité du pays, et que les Français ont le sentiment juste de ne pas suffisamment participer et de ne pas être correctement représentés. Notez qu'à l'issue de l'élection législative, la dernière, en voix, la NUPES était majoritaire, pas majoritaire, elle était devant, pardon. Elle était devant, elle était en tête des trois pôles. C'était la NUPES qui était en tête. Et vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas exactement la réalité On a un fonctionnement que par l'on observe. circonscription majoritaire. Juste, Voilà. puisque vous dites, très bien, on prend acte, et ce n'est pas les institutions telles qu'on les souhaite. Est-ce que vous allez vous faire en sorte que le vote ait lieu? Parce qu'il y a une partie, vous dites 49.3, il y a un risque, etc., capacité du gouvernement à ne pas faire de vote à la fin, ça dépend aussi de la manière dont vous, opposition, vous allez vous comporter dans l'hémicycle. Si vous faites ou pas de l'obstruction, ou si vous êtes constructif dans le débat et essayez de trouver des alliances. Donc, quelle sera, vous, votre stratégie pendant les débats à l'Assemblée? Alors, d'abord, on a dit depuis le début qu'on essayait d'avoir une stratégie qui puisse s'adapter à toute l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est en écho aux mobilisations sociales. Voilà, on est aussi des accompagnateurs, d'une certaine manière, de la mobilisation et du souhait de la majorité des Français. Donc, on s'adapte Et à donc, ça. aujourd'hui, la stratégie adaptée, c'est quoi? Non, là, pour l'instant, on est en commission. Donc, vous verrez à partir de lundi, je dirais que les choses vont commencer. Mais il y a plein d'articles. On a le temps de voir venir. Je veux dire, adapter la stratégie, c'est en fonction des articles, en fonction des semaines, et aussi en fonction de l'attitude des différentes formations politiques. Vous l'imaginez bien. Même si aujourd'hui, c'est assez amusant d'avoir l'impression que M. Ciotti est devenu l'aile gauche de la Macronie. J'étais pas prête, personnellement, à assister à un tel... Mais vous vous en félicitez, visiblement. Ah non, je m'en félicite pas du tout. Je trouve ça assez effrayant. Je trouve ça assez effrayant. Mais en creux, ce que je comprends, Clément Tunotin, c'est que vous nous dites, on fera pas forcément de l'obstruction, on sera peut-être plus malin que ça, Pas et s'il forcément, faut retirer voilà. des amendements Et puis au on peut dernier faire de moment. l'obstruction à certains moments et pas à d'autres. Ça s'appelle la tactique parlementaire. Et je vous assure qu'au fur et à mesure, nous allons adapter notre stratégie pour être le plus efficace possible et pour qu'au bout du bout, on obtienne le retrait du projet de loi, et notamment par la force de la mobilisation. Parce que nous, parlementaires, nous avons évidemment un pouvoir à l'Assemblée nationale, mais la vérité des prix, c'est que c'est le nombre, seulement le nombre, la force du nombre, la masse de la mobilisation qui peut contraindre le gouvernement. Mais vous dites le retrait, mais ça vous intéresse pas d'améliorer le texte? Parce qu'il y a quand même une probabilité qu'on ne peut pas écarter, que le gouvernement réussisse à faire passer son texte, aussi pour les raisons institutionnelles que vous rappeliez tout à l'heure. Est-ce que vous dites pas, nous, on veut profiter de la discussion pour avancer, je sais pas, sur les Bien femmes, sûr, sur les on le carrières fait. longues, sur les seniors? D'ailleurs, vous avez vu qu'on a déposé de très nombreux amendements, dont malheureusement une partie, et c'est important de le dire, ne sont pas recevables. Hier, on a étudié les régimes spéciaux, vous le savez. Et nous, on avait toute une série d'amendements pour en fait créer de nouveaux régimes spéciaux sur des professions, des métiers qui sont particulièrement pénibles et qui mériteraient d'être protégés avec des premiers de corvée, qui mériteraient de partir à la retraite beaucoup plus tôt. Ces amendements n'ont pas été jugés recevables à cause de l'article 47-1 qui contraint en fait la recevabilité des amendements. Donc quand je vous disais tout à l'heure que le gouvernement a fait le choix d'une procédure qui est une procédure anti-parlementaire, en vérité, qui s'oppose au pouvoir du Parlement. Il se prémunit aussi de l'obstruction que vous auriez pu utiliser pour le ralentir. Il se prémunit surtout d'un échec à l'Assemblée nationale de vote. Juste sur les régimes spéciaux, vous pointez un élément très important. Est-ce que vous êtes fondamentalement convaincu que c'est forcément juste, les régimes spéciaux? Parce que ça crée une différence entre Français. Et il y a des gens aujourd'hui qui, peut-être de manière méritée, bénéficient de ces régimes spéciaux et ceux qui n'en bénéficient pas. Est-ce que le critère du régime spécial a encore une pertinence dans le monde du travail d'aujourd'hui? Oui, moi, je crois que oui, parce qu'en fait, ce sont des conquêtes à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un régime spécial, il y avait des raisons d'ailleurs objectives. Et en fait, on a réussi à faire en sorte de protéger une partie du salariat. Donc, les régimes spéciaux, ils ont une histoire. Il faut que chacun comprenne que ce sont des conquêtes. Si on veut les mettre à bas, en général, c'est pour tirer tout le monde vers le bas. Quand la question des régimes, elle revient à chaque réforme des retraites, on a droit au moment des régimes spéciaux. Et je suis frappée du fait que, par exemple, hier, ceux qui étaient sur la sellette, enfin plus que sur la sellette, puisque les amendements ont été votés hier, mais par exemple c'est à la RATP, où pourtant le métier est pénible, très pénible, et qu'en plus, comme le compte de pénibilité, vous le savez, la Macronie, sous la précédente mandature, a réduit le nombre de critères et transformé le compte. Voilà, transformer les comptes. Or, il y a un certain nombre de critères qui sont à la RATP, qui ne rentrent pas dans le compte de pénibilité, et qui fait que la dureté de ce métier-là,
hein, où on sait qu'on a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, qui ont des troubles musculo-squelettiques, Donc vous dites qu'il faut plutôt etc. les étendre que les supprimer. Il faut plutôt en étendre qu'en supprimer, mais ils veulent supprimer ceux-là, mais ils gardent ceux des avocats, par exemple. Donc, Alors les avocats sont autonomes aussi, on ne va pas faire les régimes à part un, mais il se trouve qu'il y a des régimes qui ont leur autonomie et qui fonctionnent en vous vase voyez, clos. c'est juste pour dire, Sans solidarité nationale. que quand on commence à regarder, on sait aussi qui la Macronie entend protéger et sur lesquels elle veut à nouveau s'abattre. Puisque vous parlez de la Macronie, tout à l'heure je faisais allusion à Gérald Darmanin ce week-end, il disait aussi oui, il faut travailler plus, il ne faut pas dire autre chose, il faut l'assumer, il faut se lever tôt pour aller travailler, oui, il faut bosser à l'école. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. Mais quelle honte. Il ne faut pas bosser à l'école et on n'a pas rien sans rien. Écoutez, c'est une honte, Monsieur Darmanin qui dit ça, c'est honte. Enfin franchement. Mais pourquoi ? Mais parce que la vérité, c'est que ceux qui se lèvent le plus tôt, ceux qui sont les premiers de corvée, ceux qui sont les métiers qui occupent les emplois, ce qu'on appelle la première ligne ou même la deuxième ligne, ces métiers essentiels qu'on a salués au moment du Covid, sont ceux qui sont les plus mal rémunérés. Et donc le problème que nous posons, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne davantage au travail et moins au capital, ou est-ce qu'on continue dans cette course folle à la financiarisation de l'économie que soutient M. Darmanin ? Mais là, il met en avant le travail, justement. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est honteux. C'est-à-dire que la Macronie a l'habitude, sur tout sujet, de dire « la guerre, c'est la paix ». Voilà, c'est ça. C'est une logique orwellienne. La guerre, c'est la paix. Donc, ils disent « on est du côté du travail et de ceux qui se lèvent tôt ». Sauf que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des boulangers qui sont mal aidés, vous le savez comme moi, à cause de ces règles sur la compensation sur l'énergie, les mégawattheures, parce qu'ils ne rentraient pas dans le compte, donc le prix de l'énergie qui les assaille. Et quand vous regardez, pour prendre un seul exemple, les boulangers, voilà des gens qui se lèvent tôt, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se couchent tard aussi souvent, qui ont des métiers qui ne sont pas faciles. Et pour autant, il y en a un paquet qui n'arrive pas à se payer et je ne sais combien de boulangeries qui vont fermer. Même et pendant si le gouvernement a mis en place beaucoup d'aides et pendant ce temps-là, très attentif. Oui, mais aider, concrètement, la valeur travail, ça a des implications concrètes en termes de loi, en termes d'augmentation des salaires comme nous le proposons, en termes de blocage des prix. Enfin, si on n'aide pas les gens qui travaillent aujourd'hui et qu'on les laisse sur le bas-côté pour privilégier, encore une fois, les grands groupes, les grandes fortunes, alors à ce moment-là, on ne peut pas raconter qu'on est du côté du travail. Un petit mot sur vous, la France Insoumise. Hier, il y avait un conseil politique de LFI, une nouvelle instance, je le redis, qui est censée débattre des décisions stratégiques. Vous n'étiez pas à la première session, est-ce que vous étiez à la deuxième hier ? Non, mais je ne suis pas invitée à cette réunion. Et vous ne souhaitez pas non plus y aller ? Je ne vois pas, tel qu'il est composé, je ne vois pas quelle pourrait être ma place dans ce conseil, tel qu'il est composé, voilà. Pourquoi ? Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée de grande mobilisation, donc alors les débats internes à la France Insoumise, voilà, je pense que c'est... Permettez-moi de vous dire, on est dans un bras de fer avec le gouvernement. Ce qui se joue, c'est non seulement 2 années de retraite supplémentaire, c'est du lourd, mais ce qui se joue aussi, c'est la capacité à gagner et à rouvrir l'espoir. Mais donc dans cette période, le conseil politique c'était hier, il y a des décisions stratégiques qui se prennent sans vous. Ah non, je ne suis pas associée à ce cadre-là. Voilà. Mais vous je vous réponds factuellement, mais... Vous dites pas quand vous voyez ce qui s'est passé au Parti Socialiste, finalement en fait notre organisation c'est pas si mal parce que le PS ils ont fait un vote et au final ils se sont quand même complètement déchirés. Donc c'est peut-être plus démocratique mais c'est pas forcément plus efficace. Mais mon modèle n'a jamais été le fonctionnement du Parti Socialiste. Après vous pouvez dire aussi que le Parti communiste qui a un fonctionnement aussi relativement classique, vous voyez, il n'y a pas eu de heurts. Donc les choses sont plus complexes. C'est-à-dire que penser que par un système institutionnel on peut tout régler, des divergences stratégiques est un leurre, mais je constate aussi qu'à la France Insoumise, ne pas faire de démocratie ne permet pas forcément de, vous voyez ce que je veux dire, de passer aussi les étapes. Donc, mais encore une fois, c'est pas le sujet du jour, ça se réinvitera, mais c'est pas le sujet du jour. Vous avez quand même vu que, même si le PS n'est pas votre modèle, que le soutien à la NUPES n'a pas été massif. Olivier Faure, qui défend la NUPES, a été difficilement réélu. Ça vous interpelle pas de se dire que les militants socialistes... Ça m'inquiète. Sont peut-être pas... Bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète et ça nous donne une responsabilité. Moi, je retiens de ce week-end la victoire de René Pilato en Charente, qui est un nouveau député dans une NUPES, législative partielle, qui a gagné face à un député Horizon sortant. Exactement. Et moi, je veux redire à nos camarades, tous d'ailleurs, socialistes, écologistes, communistes, que dans le cadre de la tripolarisation du champ politique et au regard des enjeux qui sont les nôtres, de destruction très importante de notre modèle social par le gouvernement en place, nous avons une responsabilité absolue, historique, à nous rassembler et à faire cause commune durablement, parce que c'est le seul moyen de gagner, je n'en connais pas d'autre.